Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Kick Parade numéro 68. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Énormément de nouveautés, ils sont tous donnés rendez-vous cette semaine pour nous piquer notre pognon. On va commencer tout de suite par le top 10 avec Aldara, qui n'est pas une nouveauté, et donc ce jeu de placement, de conquête de territoire via des bateaux volants, très colorés, voire on va dire baroque. Il en est à 250 000 euros, 1479 contributeurs. C'est la dernière semaine. Je pariais pas beaucoup dessus. Puis finalement, tu vois, il s'est hissé dans le top 10 dans ces derniers jours. C'est vrai qu'on l'avait évoqué il y a quelques semaines dans les nouveautés. Ouais, On avait mis un peu des réserves, même si c'est vrai que voilà, ce style de jeu, on s'y prête assez peu, enfin, on se prête assez peu en fait à cet univers d'Heroic Fantasy. Un peu légèrement steampunk, un peu stylisé. Ah, d'habitude, c'est un truc qu'on trouve vachement dans l'espace, et du coup, c'est une toute autre colorimétrie, etc. Et finalement, à y regarder de plus près, c'est quand même sympa. Après, ça risque de faire doublon avec des jeux que vous possédez déjà. Mais voilà, si vous êtes un peu hermétique à l'univers spatial, ça peut être une alternative intéressante. oh bah moi j'aime bien les bateaux volants. 9ème place, alors là c'est une entrée. Alors là il faut dire que cette semaine GameFound fait un gros coup de force. D'habitude GameFound est assez écrasé par Kickstarter, mais là ils ont fait un gros coup de force. Vous allez le voir au fur et à mesure. Donc Last Light c'est sur GameFound, c'est une nouveauté. C'est un jeu, c'est un 4X spatial tout simplement. On est à 248 000 euros, 1726 backers, il reste 15 jours de campagne. Je crois que l'un des créateurs bosse à Dice Tower, le site de YouTube là, de Tom Vassell. Là. Et voilà, donc là c'est un jeu 4X spatial où il va falloir attraper la lumière, mon cher. Tu fais des points de victoire en attrapant la lumière de l'étoile, car l'étoile, je crois qu'elle est en train de mourir ou un truc comme ça, et il faut attraper le maximum d'énergie. Bon, c'est ce que j'ai compris du pitch à peu près. L'originalité, c'est qu'il y a un plateau tournant. On avait vu ça dans Edge of Rome il y a pas longtemps. Mais là, c'est décliné pour un jeu spatial. Et donc, et ben de temps en temps, vos vaisseaux vont se retrouver dans le territoire ennemi. Donc voilà, c'est un peu l'originalité. Vous avez des planètes qui sont sur des petits supports, qui sont un petit peu... ouais, bon, je suis pas très fan de la direction artistique du jeu en général, de toute façon. Je trouve que c'est un peu baveux. Mais bon, en tout cas, ce système de plateau tournant, pourquoi pas, ça peut être assez rigolo. Ça change un peu du 4X habituel. Voilà, moi j'ai quand même un problème esthétique avec le résultat que je vois devant moi, mais enfin bon. Je suis un peu d'accord, hein, c'est un peu criard. Mais même ce système du plateau rotatif, je trouve que le gimmick est intéressant, mais je trouve ça dommage de ne pas l'avoir implémenté peut-être de manière un peu plus, on va dire, scientifique. Voilà, on aurait pu partir sur un système de rotation des planètes autour d'un astre central, etc. Bon, là, on a juste un plateau qui tourne vaguement, mais c'est un peu ce que je ressens au sortir, quand on étudie la page GameFound, pardon, de ce projet-là, c'est que on sent que c'est pavé de bonnes intentions, mais ça bascule assez vite dans le too much en fait. En tout cas, ça marche. Il est 9ème cette semaine, il vient d'entrer dans le top 10. 8ème place, encore une entrée Autobahn, donc 89 000 euros, 1749 contributeurs. Alors là, on est dans du pur jeu de gestion. Il va falloir gérer les autoroutes allemandes. Le rêve, ça fait longtemps que tu rêvé de gérer des autoroutes allemandes. Je pense que c'est ça doit être le truc le plus fun du monde à faire, quoi. Alors, moi, ça m'excite. Moi, tu vois, je me disais encore hier, il y a un truc que j'aimerais faire dans la vie, c'est gérer les autoroutes allemandes, tu vois. Et ben ils l'ont fait, voilà, avec Autobahn. Donc bon, on déconne, hein. Évidemment, c'est du jeu de gestion de pose d'ouvriers. Donc il va falloir transporter des biens, faire des sioux. Et voilà, bon, c'est des systèmes assez connus. Mais je crois que c'est même pas d'ailleurs un jeu allemand, il me semble. Mais non, je crois que Non, c'est pas assez austère. C'est pas assez austère. c'est pas assez austère, ouais, voilà, c'est anglais. C'est pour ça, il y a un petit truc en plus. Non, mais après, par contre, encore une fois, ce qui est assez incroyable dans ce genre de jeu, c'est qu'il parle d'une thématique qui peut sembler un peu risible, hein, d'ailleurs. On vient de passer 2 minutes à se moquer. Mais à côté de ça, le thème s'implémente tellement bien. Et c'est vrai que tu vois le truc, et je peux comprendre que tu te laisses prêter au jeu. Je suis sûr que ça marche très bien. Ah bah, ça se voit, tu vois, Ouais, dans ça se les voit, petites ouais. vidéos qu'ils présentent, etc., que ça a l'air d'être extrêmement bien rodé, et que le thème n'est pas juste là pour faire joli. C'est qu'il y a une vraie réflexion autour de ça, et que la pose d'ouvrier va gagner en originalité parce qu'il répond au thème qui est imposé. Et ça, je trouve ça plutôt original. Non, franchement, dans le style, faut aimer ce style de jeu, mais ça a l'air plutôt pas mal, quoi, effectivement. 7ème position,
Maglev Metro, Make Monorail and More. Bah tu vois, on passe d'un transport à un autre. Donc là, nous sommes dans le future. Et nous devons gérer un métro antigrave. Tu vois ce que c'est un métro antigrave? Oui, tout à fait. Exactement. Bah, donc c'est une extension en fait d'un jeu qui existait déjà. Et là, ils nous vendent plein de nouvelles maps, dont Paris, Cocorico. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire, en vrai, ça a l'air moins compliqué que le métro parisien. Ouais. Bon voilà, donc il en est à 140 000 euros, 1792 contributeurs, il reste une petite dizaine de jours. Donc voilà, c'est un jeu qui a déjà fait ses preuves. Donc là, je pense, si t'es fan du jeu, si t'aimes bien le jeu, c'est un peu Noël là, parce que t'as 6 nouvelles maps. Hein. Même une qui est sur Mars. Donc il faut gérer votre réseau évidemment de métro antigrave avec les voyageurs, vous l'aurez compris. 6e place, c'est Molpic, donc l'extension comment ça s'appelait? Enfin l'extension, c'est un stand-alone aussi, hein. On peut mélanger les deux jeux. De Skull Hollow, voilà. Et donc on en a parlé beaucoup la semaine dernière, hein. Nous on appréciait plutôt, on trouvait ça plutôt cool. Et donc voilà, donc il est rentré dans le top 10 cette semaine, 96 000 euros, il a passé les 2000 contributeurs, bon, par contre c'est la fin ce week-end, ça s'arrête. Le jeu il a l'air d'être plutôt raisonnable en termes de composants, c'est beaucoup de figurines en bois, beaucoup de meeple, du carton, ça a l'air d'être plutôt éco-responsable dans la mesure du possible, hein, bien évidemment. Ouais, parce que mais tu vois, c'est le genre de jeu qui aurait pu clairement partir en mode plein de figurines, ouais, avec oui, des tout à fait. d'une édition collector, etc. Et non, ils ont su rester soft. Ouais. Et finalement, je trouve que restait c'est pas modeste. plus mal, ça permet de mettre en avant les illustrations, qui sont quand même assez chouettes. Ouais, non, c'est vrai, il y a un bel univers dans ce jeu. 5e position, c'est une entrée, et bah c'est le nouveau Mythic Game, Anastir. Ah bah, j'ai l'impression que ça fait 150 fois que la campagne a été faite d'Anastir, tellement j'en ai entendu parler. Il faut dire que Mythic Games est très fort en communication. Ce n'est pas ironique, parce que pour une fois que les Français sont forts en communication. mais à côté de ça, il est 5e. Et c'est là où c'est fou, parce que en gros, voilà, c'est comme tu le dis, c'est un jeu pour lequel on nous matraque en termes de com depuis plusieurs mois, ils nous ont présenté des trucs, etc. Et attention, c'est pas parce que la campagne ne fonctionne pas. La campagne a un très bon lancement. Ah bah oui. Voilà, c'est un beau début pour un multi-game. Voilà, ça vous tease un peu sur ce qui arrive après. 354 000 euros, 2884 contributeurs, et il reste 15 jours, il en est au tout début de sa campagne. Tu voulais dire quoi par après? Dans la suite du top. Ah, d'accord. Il y a du gros qui est... Oui. Parce que quand tu vois un tel jeu comme ça, qui a un bon fonctionnement, qui a un bon bouche à oreille, qui a de bons retours de la part des joueurs, après c'est Mythic Game, hein, il y a une fanbase qui est genre indétrônable, Oui. qui reste présent systématiquement. Il y a un petit côté secte des fois chez Mythic Game. Ouais, légèrement. Avec Léonidas qui apparaît en figurine dans les différents jeux, etc. Oui, tout à fait, oui. Bon, après, on retrouve une ambiance qui est très Mythic Game, hein, de manière générale. On retrouve cette espèce de côté un peu de Dark Fantasy, c'est un côté sur lequel ils ont un peu plongé depuis quelques temps. On pourrait presque commencer à déceler une certaine patte Mythic Game dans les illustrations. Bon, après, le jeu a de la gueule, hein, ça a l'air... Bon, j'espère que cette fois-ci, ils ont pensé à finir le gameplay avant de faire la campagne. Bon, j'ai l'impression, hein, moi j'ai vu une vidéo de gameplay, alors on va en parler du gameplay. Déjà on peut dire que c'est Paolo Parente qui est le designer de ce jeu, qui est le créateur du jeu de figurines Dust, qui s'est arrêté malheureusement, mais qui est un très très bon jeu de figurines, qui est pas du tout dans le même univers. Et puis il a fait d'autres jeux. Je sais qu'il y a une partie des designs de Anastir qui avait été racheté par Cool Mini or Not pour agrémenter un zombicide. Alors je sais plus si c'est Black Plague ou enfin bon, un des zombicides qui se passait version Heroic Fantasy. Donc c'est un vieux projet, hein, apparemment, très vieux projet de Paolo Parente. Et donc Anastir, ça se passe dans un monde dans un ancien monde, dans une ancienne Europe, dans laquelle la Méditerranée n'existe pas encore. Ce qui est un fait historique, n'est-ce pas? Parce que, bon, ce qui est moins un fait historique, c'est que là, la lande qui sera la future Méditerranée est envahie de trolls, de monstres, etc. Ça, je ne pense pas qu'il y avait ça. Je sais qu'il y avait des lapins géants, par contre, ils ont trouvé des ossements de lapins géants. C'est ce que j'ai dit à Mythic Game à Cannes quand j'ai essayé les jeux. Ils ont dit, il y aura des lapins géants? Ah bah non. Bah oui, pourquoi il y avait des lapins géants quand il n'y avait pas la Méditerranée? Ils ont retrouvé des... Bon, ils m'ont un peu regardé comme si j'étais fou, mais c'est pas grave. Bah voilà, donc le système du jeu, on va en parler, c'est du jeu vidéo en fait. Hein, c'est ce qu'on appelle, on m'a dit le nom je sais pas combien de fois, j'ai oublié, peut-être toi sûrement tu le sais, l'espèce de scrolling. Alors c'est tous ces jeux d'arcade où tu avances
Et tu tombes les ennemis, tu continues à avancer. Donc là, c'est exactement le même système, à tel point que le plateau va aussi avancer. C'est-à-dire qu'une fois que le plateau derrière toi sera vide, tu prends la tuile, tu la remets devant. Et ça rappelle fortement le jeu de bagnole, enfin le remake Ouais, c'est ce que j'allais bah oui, de Thunder Road. Donc c'est pas un truc révolutionnaire. Ils avaient fait ça un petit peu aussi dans un des scénarios de Solomon Kane, pour une poursuite à cheval. Enfin, ils l'ont fait aussi dans d'autres scénarios pour des poursuites à pied. Mais donc voilà, cette espèce de plateau infini en fait. Tu vas continuer à tuer des adversaires, puisque là, le jeu en fait est très simple. Le concept pardon, est très simple, c'est tuer. Alors il y a un vague prétexte de scénario au début, tu dois délivrer des machins, mais en fait, bon bah t'avances, tu tapes quoi. C'est un peu le concept du jeu. Et bon alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je dis mes premières impressions, parce que nous n'avons pas eu l'honneur d'avoir le proto. De ce que j'ai vu, j'ai quand même vu deux ou trois présentations. Il y a quand même un truc qui me chagrine, c'est que ça a l'air très laborieux pour ce que c'est, quoi. J'ai vu, il y avait une partie filmée par Mythic Games, donc avec les gens de Mythic Games, et tu te dis, oh là là, ils se prennent la tête, voyons que pour ça, quoi. Pour des gens qui se tapent dessus et qui avancent sur des tuiles. Tu te dis, est-ce que le jeu en vaut la chandelle finalement, quoi. Voilà, après le jeu a l'air fun, hein, tu vois, je veux dire, c'est du Monster Slayer, là. Les figurines, bon, bah, sont magnifiques. Hein? Ça s'appelle du beat'em up. Du beat'em up, voilà. Beat'em up. Et donc, le matériel est super. Bah, ça, pour Mythic Games, il y a jamais de problème là-dessus, hein. Mais je trouve que, autant pourquoi pas ce concept, hein, de reprise de jeux vidéo d'arcade adapté en jeu de plateau, c'est rigolo. Mais finalement, j'ai l'impression que c'est un peu. Je les voyais jouer, là. C'était compliqué, puis en plus c'est en coop, tu vois, donc faut discuter des machins, et du coup ça n'a plus rien à voir avec un jeu d'arcade beat'em up où au contraire c'est presque frénétique, quoi, tu vois. C'est ça, c'est qu'en fait on Bien. perd en simplicité, Bah en c'est fait, ça. alors que le principe même de ce style de jeu, Bah exactement. c'est tu vas vite, tu fais des combos de touches, etc. Mais l'objectif est quand même d'aller rapidement, sans se prendre la tête, en fait, être uniquement mis en avant par ton skills. Là, effectivement, c'est vrai que il y a peut-être un peu trop de matos, avec en plus, tu dois joindre, quand il y a un plateau qui apparaît, il va falloir que tu mettes des petits éléments pour dire là il y a un piège, là il y a machin, etc. Et du coup, effectivement, on perd peut-être un peu en nervosité, en fait. Bah oui, moi je trouve que ça a l'air un peu mou, quoi. Voilà. Mais bon. Écoute, mais sinon le concept est rigolo, hein, c'est une bonne idée. Tu vois, à la limite, je préfère un bon vieux zombicide. Tu te dis, bon bah, les règles sont simples, mais au moins c'est rapide, quoi. Tu vois, tu fais tes jets de dés, je vais là, boum boum, 2 cases, je tire. Parce que là, alors ils essayent de reprendre, tu parlais de combo, ils essayent de reprendre un peu ce système de combo où tu vas pouvoir, comment dire, associer des cartes pour faire des super coups, des machins. Bon, ça c'est très jeu vidéo, c'est une bonne idée d'essayer de recréer un peu ce gameplay de jeu vidéo arcade. Voilà, mais est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est pas mettre un truc un peu simple dans un écrin un peu surdimensionné, quoi. T'as des figurines de partout, alors elles sont superbes, hein, si t'aimes les figurines, d'ailleurs on aime les figurines tous les deux, donc elles sont superbes, hein. Puis avec Mythic Games, on sait qu'il n'y aura pas de problème de production. Et en plus, tu peux mettre tes figurines sur les montures, sur les animaux. T'as une version des héros que tu peux aimanter sur les chevaux ou Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des espèces de dragons où tu peux te mettre dessus. Donc voilà, c'est le petit, on va dire, le petit truc en plus. Alors ils vont te dire, oui, mais c'est pas gadget parce que c'est dans le gameplay. Oui, effectivement, t'es plus puissant avec ta monture. Mais ça reste, je trouve que c'est beaucoup de choses pour finalement un jeu où tu tapes des mecs, quoi, tu vois, des monstres, quoi. Donc je sais pas, est-ce que ça valait le coup de faire un truc aussi compliqué, grandiose pour un jeu aussi simple? Est-ce qu'il n'y a pas des jeux sur le même contexte ou le même concept qui ont moins de matos, qui sont plus abordables et qui se jouent plus vite? Je ne sais pas. En tout cas, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez d'Anastir. En tout cas, moi, c'est pas un Mythic Game que je vais pledger, ça c'est sûr, parce que ça m'intéresse pas plus que ça. On passe à la 4e position, c'est DC Deck Building Game 10th Anniversary. 467 000 €, il vient de passer la barre des 3000 contributeurs, il reste un peu moins de 20 jours. Donc c'est le concurrent hors note de Marvel Champions, on va dire. Là c'est DC Comics, qui est aussi le concurrent de Marvel, n'est-ce pas? Donc là ils fêtent leur 11e année ou 10e année, puisque c'est 10th Anniversary, hein, le mec était un peu con, de ce deck building, qui a eu moult
extensions. Et donc là, ils sortent une espèce de coffret un peu spécial qui s'appelle Injustice. Est-ce que ce serait pas notre big box finalement? Ah bah peut-être. Ah oui, parce qu'il y a une... Ah oui, ça, t'as raison, ils font un package où tu peux mettre tout, c'est ça, hein. Oui, oui, ça fait partie de la boîte, effectivement. Tu peux mettre toutes les extensions et tout, ouais, ouais. Et donc c'est Injustice, que tu dois connaître sûrement, puisque c'est une espèce de quoi de mouvance de la BD où les super-héros de DC se battent contre un Superman qui est passé dans le camp des méchants, c'est ça, hein? C'est ça, en fait, Injustice, en plus, c'est basé sur des comics, mais aussi un duo de jeux vidéo, en fait, qui était fait par les créateurs de Mortal Kombat, où effectivement, on est passé dans un monde où Superman a vrillé. Il a rallié à sa cause certains super-héros et d'autres super-méchants. Et on a d'autres super-héros dirigés, bon, la plupart du temps, évidemment, par Batman. Hein, si l'un est méchant, l'autre est gentil, forcément. Et en gros, c'est cette idée, voilà. Et si Superman devenait... en gros, embrasser cette carrière de surhomme. Je suis pas étonné, j'ai jamais eu confiance en ce mec. Et j'ai toujours vu qu'il était louche, toujours. Ceci dit, les jeux vidéo étaient assez cool, l'ambiance était assez sympa, il y avait pas mal de rebondissements, il y avait l'idée de transformer des super vilains en méchants, des mecs. Je me rappelle, c'était Lex Luthor qui brillait énormément dans le scénario, donc c'était plutôt sympa. Et effectivement là, si vous êtes fan du jeu, et ben je trouve que la Big Box rend super bien, parce que il y a tous les petits trucs pour ranger, il y a ce côté très sobre. C'est un plaisir pour les fétichistes. C'est ça. Et puis les que nous sommes. C'est ça, les illustrations sont super sympas. Ah oui, alors là, ça par contre, c'est magnifique, hein. Alors tu te régales, si t'es un fan de comics. C'est ça, ça prend des images des comics des années 60 comme des plus récents, quoi. Et effectivement, voilà, si vous êtes fan de l'univers d'ici. Ouais, c'est très très beau. Après, le jeu existe en français, hein, le DC, la Deck Building Games, il y en a, je crois qu'il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps d'ailleurs, qui s'appelle Dark Knight Metal, ou qui va sortir, je sais plus, ce que je l'ai vu à Cannes. Ouais. C'était chez qui d'ailleurs? Dans Panic, je crois. Dans Panic Game, ouais, c'est ça. Donc c'est un jeu qui existe, mais qui n'a pas eu le... Alors peut-être pas aux États-Unis, mais en France, j'ai l'impression qu'il a pas eu le... On va dire la fanbase qu'a eu Marvel Champions, qui est arrivé plus tard, hein, pourquoi. Ça a moins pris, quoi. Donc est-ce que c'est lié à l'univers DC Comics qui est moins populaire que Marvel en France, je ne sais pas. En tout cas, ou alors c'est peut-être le système du jeu. Moi j'ai jamais essayé le DC Comics. Il a l'air d'être un poil plus exigeant quand même. Ah d'accord. Moi j'aime bien Marvel Champions, je trouve que c'est un très bon jeu. Moi aussi, et puis un jeu accessible. Ouais. Si vous avez essayé DC Comics d'ailleurs, dites-nous les différences entre le DC Comics card game, deck building game et Marvel Champion. Ça serait intéressant de connaître un peu les différences. Ouais. Eh bien, je te propose, avant de passer aux 3 premiers, de faire un détour vers notre traditionnel tour d'horizon des nouveautés. Si tu veux, je me lance avec un jeu. On va aller très vite parce que le jeu est quand même sorti il y a un petit moment. Mais on tenait à en parler parce qu'on n'avait pas pu en parler dans l'émission. Il s'appelle Escape from Stalingrad Z. Ouais. C'est un jeu. Il a l'air d'être quand même beaucoup plus orienté solo, mais il y a une variante coopérative. Ouais. Et en gros, voilà, vous pouvez, en pleine bataille de Stalingrad, les morts se réveillent et du coup, vous devez tenter de vous échapper de la ville. Je trouve ça hyper fun comme concept. C'est ultra bien, avec un système de livres. Comme on en voit de plus en plus actuellement, d'un côté des règles de l'histoire, et puis vous placez les pions, il faut avancer de page en page, essayer de survivre, vous allez débloquer des mecs, récupérer des... Tu sais ce que j'aime bien par rapport à des zombicides ou des jeux comme ça, parce que ça s'en rapproche, hein. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est souvent dans des lieux très restreints. Oui, parce que à cause du bouquin, parce qu'ils font ça sur un livre, les cartes, mais du coup, cette contrainte, on va dire, technique d'édition, se transforme en atout éditorial pour le jeu, je trouve. Parce que justement, je trouve que c'est assez trippant, tu vois, de dire c'est un espèce de zombicide, mais comme si t'étais dans 3 pièces, tu vois. Et je pense que c'est intéressant. Je pense que ce jeu est intéressant. Oui, et puis en plus, il débloque du plus. Enfin, voilà, les stretch goals, ils sont tout trouvés, quoi. C'est du scénar. Ouais, c'est ça. Oui, bien sûr. Par contre, pour moi, le gros bémol du jeu, et pas des moindres, parce que... C'est que tu joues les nazis. Alors bon, effectivement, oui, ça ah ouais, mais en même temps, Stalingrad... Oui, bon, enfin bon, on aurait pu jouer avec les Russes. Mais il y a des personnages russes, hein, aussi. Il y a les deux. Mais il y a les deux, voilà, ils sont obligés de team up, en fait. Mais bon, voilà, faut des mecs de la Wehrmacht. Mais c'est vrai que... Par contre, c'est le prix. Le prix du jeu est
excessivement cher, parce que effectivement on peut avoir la petite version avec les standees, mais vraiment les standees sont assez ratés. Et en fait voilà, si vous voulez commencer à arriver sur du jeu vraiment complet avec les figurines, etc., il va falloir commencer à les taper dans du 130 euros. Et Je trouve que bim, c'est un peu cher pour ce que ça propose. c'est plus cher qu'un zombicide. Remarquable. Je pense qu'ils avaient peut-être clairement leur épingle à tirer du jeu avec un jeu peut-être un peu plus accessible. Ouais. Mais il y aura une VF. Voilà. Ah, il y aura une VF. De quoi je vais vous parler? De Bedevil Carnival. Alors là, c'est sur GameFound. Alors c'est un jeu, si vous aimez les ambiances, comment dire, fête foraine maudite, je pense que ça va vous intéresser. Le jeu cartonne pas vraiment, il en est à 13 000 euros, de 287 contributeurs, mais je trouve qu'il a un certain charme. Déjà, il y a vraiment une belle ambiance de ce genre de fête foraine maudite, un peu parc d'attractions d'horreur, tu vois, qui est assez réussi, je trouve. Et donc il va falloir récupérer des souvenirs dans cette fête foraine. Et pour cela, vous allez balader votre meeple autour d'attractions. Il faut faire des attractions en fait, qui débloquent des actions. Et voilà, donc c'est une espèce de... En fait, ça reprend aussi, c'est marrant parce que ça prend un peu le côté manège. Tu vois, tu dois faire le tour du truc. Après, à chaque fois que tu fais une action sur une attraction, la carte de l'attraction change. Il y a une espèce de chat qui se balade et qui va pénaliser un petit peu quand tu es dessus. Je trouve la présentation du jeu était plutôt intéressante, mais ça n'a pas l'air de trop prendre. Donc voilà, il aurait peut-être fallu le lancer à Halloween, je ne sais pas. Je ne sais plus s'il y a une VF, je vous avoue. Oui, il y a une VF. Il y a une VF pour ce jeu, donc... Alors, en PDF, il me semble. Et justement, ça fait un peu rager parce qu'ils ont fait une com très orientée sur le public français pour finalement avoir une VF en PDF, alors qu'il y a quand même beaucoup d'éléments du jeu avec du texte sur les cartes. Ah oui. Et du coup, je sais que ça fait un peu rincer des dents. Ouais. Bon écoutez, à vous de voir. Écoute, j'enchaîne parce que c'est sur GameFound aussi. Allez. Ce sont les deux seules nouveautés sur GameFound, à part celles qui sont dans le top 10 bien sûr. Donc c'est la suite de Objection. Tu as vu passer ce jeu en boutique, j'imagine. Totalement. Il m'avait même fait un peu d'œil. Je trouve que le concept est assez cool. Ouais, le concept est très cool. Je sais que Mathieu, qui fait des émissions aussi sur le Troll Savant et de la boutique Le Troll Savant, avait surkiffé. Et donc là, c'est la suite, c'est Lawyer Up, donc c'est le titre original, saison numéro 2, 60 000 euros, 1187 backers, il reste plus de 20 jours. Donc c'est inutile, évidemment, absolument inutile de le backer, puisque à mon avis, il sortira en boutique en France. Mais voilà, donc c'est juste pour information, si vous avez kiffé Objection, sachez que le numéro 2 est lancé sur GameFound. Et donc il arrivera certainement en boutique en France dans un certain temps. Bon, ceci dit, là, il y a des extensions avec qui peuvent être rigolos. Il y a une boîte spéciale divorce. C'est rigolo. Et donc voilà, donc le trip, c'est que vous êtes dans un tribunal, il y a le procureur et la défense, et qu'il va falloir, à coup de cartes, donner des arguments. Et puis celui qui a les meilleurs arguments emporte. C'est l'avocat, il fait libérer son client. Enfin voilà, il y a tout un trip autour de procès en fait, avec des preuves, des arguments, et je sais que c'était très, très bien foutu, ouais. Ça avait été très bien accueilli. Voilà, écoute, je te laisse la suite. On revient sur Kickstarter, je pense. On revient sur Kickstarter, tout à fait. Moi, je vais vous parler de Castles by the Sea, qui est un petit jeu confrontation et de construction de châteaux de sable, sachant que voilà, vous jouez des petits soldats qui vivent sur la plage, qui doivent fabriquer des châteaux de sable. Donc, devant vous, vous avez des cartes avec différentes figures qu'il faut tenter de construire, et donc du coup voilà, vous allez devoir essayer de fabriquer meilleur château de sable par rapport à vos adversaires, avec des pièces, etc. Essayer de faire des avec du matériel tout mignon. Avec du matériel tout mignon, et malheureusement, qui dit château de sable dit qu'il y a des dangers. Donc parmi les dangers, on a un chien et on a surtout un bébé. Ah bah oui. Et j'avoue que quand tu vois la carte du bébé qui s'appelle The Giant, je me dis, là pour le coup, ça mérite une figurine. Combien de fois un gosse a ruiné notre château de sable quand on était môme sur la plage, quoi? Combien de fois c'est arrivé ça? Le jeu est ultra bien fichu, sachant qu'il est proposé aussi avec une extension qui fait monter la marée en fait. Ah ouais, c'est cool ça, c'est rigolo ça. Et plus nuire à vos constructions, donc c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en considération. Donc voilà, je trouve que le jeu est super cool, il y a plein de petites figurines sympas, ils ont débloqué maintenant tous les niveaux vont être colorisés, et puis l'idée, le concept est vraiment bien fichu. Donc, pas de VF là-dessus aussi j'ai pas l'impression. Après, bon, il n'y a pas l'air d'avoir non plus énormément de texte, donc ça sera pas déconnant.
PF apparaissent Oui, c'est sûr, d'ici ça la a fin l'air de la simple. campagne ou après. T'enchaînes? Que moi j'en ai Bah plus écoute, là. je peux enchaîner. Ah, tu n'en as plus, très bien. Bah ouais, non, c'est... Et bah écoutez, moi je vais enchaîner avec une toute dernière qui s'appelle Explorers of the Woodlands. C'est une sorte de dungeon crawler qui reprend un peu les mécaniques qu'on pouvait avoir dans Subterra, à savoir que c'est des cartes, enfin des tuiles carrées qui vont apparaître au fur et à mesure. Vous allez devoir jouer différents personnages. Vous êtes avec un plateau devant vous. Il y a un côté un peu placement de dés. En fait, vous allez jeter des dés en fonction des scores que vous allez faire. Ça va vous permettre de débloquer des options sur vos plateaux de joueurs. Et il va falloir que vous alliez le plus loin possible dans ces bois pour aller affronter un gros boss. Ce sera proposé par Matago en France. Il y a des stretch goals qui se débloquent au fur et à mesure, des nouveaux composants, etc. Était évoqué à un moment l'idée de potentiellement avoir une campagne en fait, qui viendrait lier tous les combats de boss dans la continuité, mais surtout, l'avantage, c'est que le jeu n'est pas cher du tout. Alors, vous avez la possibilité de le faire livrer en boutique, donc payer la moitié maintenant et payer l'autre moitié une fois dans votre boutique. Du coup, ça vous fait économiser quand même sur les frais de port, ce qui est quand même pas mal. Carrément. Et sinon, bah voilà, le jeu est à 29 €. 29 €, ouais, c'est clair que c'est pas... Ça va, c'est très raisonnable. Hein. Il me semblait que t'avais un petit jeu sur Ulule quand même. Ah oui, pardon, Bah oui, excuse-moi. le petit jeu sur Ulule alors. Sur Ulule, alors que, voilà, donc, ça s'appelle Les Chroniques de Pargate. Ou Pargate, je ne sais pas comment ça se prononce. Cueilleur et esprit. Voilà, on est entre le jeu de rôle et le jeu narratif. Le principe, c'est de proposer un système assez proche du jeu de rôle, mais sans maître de jeu. Vous allez avoir des éléments que vous allez débloquer via des cartes, et vous allez avoir un texte sur une première carte avec des symboles. Et ce symbole va représenter une carte, et il va falloir que vous créez votre histoire en fonction de la combinaison et du texte de base et des cartes que vous aurez tirées. Et à partir de là, bah, libre à vous d'improviser sur l'histoire que vous voulez créer, etc. Alors c'est très simpliste en termes de jeu. D'un autre côté, voilà, c'est un jeu à 7 €. Ah oui. Pas cher. Créé et fabriqué en France. Voilà, créé et fabriqué en France, donc le jeu est très accessible. Et c'est peut-être voilà, un bon début pour des gens qui ne se sont jamais vraiment mis au jeu de rôle pour le moment, qui sont peut-être un peu intimidés. C'est peut-être le petit jeu qu'on peut sortir pour un peu essayer de mettre les gens à l'aise. En tout cas, le concept est plutôt sympa. Ça casse pas trois pattes à un canard non plus. Hein. Mais bon, pour 7 €, et puis voilà, c'est français, quoi. Bah oui, pour un petit jeu d'été, là, ça va. Bon, moi, je voulais enchaîner, mais ça a été annulé, hein. Elric. Voilà, il y avait un gros... oui, il était assez gros, hein. Jeu sur Elric, donc le héros de l'auteur Michael Moorcock, quand même un... Alors, c'est pas aussi connu que Conan, peut-être, quoique, mais c'est quand même un gros classique de la Dark Fantasy, ou la Sword and Sorcery, je ne sais pas dans lequel des deux on classe Elric. Et ça n'a pas marché, ça a été annulé, et ça rebondit sur le fait que la semaine dernière, il n'y avait pas eu d'émission, mais il y a eu Far Cry, qui a été annulé très vite par Funforge. Bah, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que il y a quand même de la concurrence, quoi. Parce que ce sont certainement des jeux qui auraient pu marcher encore sans problème et être financés il y a encore quelques temps. Et ben là, ça devient dur. Ça devient dur. Après, il y a quand même une grosse défiance vis-à-vis de Funforge. On l'a bien vu dans les retours qui ont été faits. Beaucoup de commentaires semblaient quand même indiquer que Funforge plus jamais, etc. Donc peut-être que c'est aussi à l'éditeur de repartir peut-être sur des projets un peu plus modestes, et essayer de regagner ses lettres de noblesse, parce qu'ils ont quand même de beaux jeux hein, dans tout ce qu'ils proposent. Mais c'est vrai qu'en termes de financement participatif, ils ont quand même enchaîné les casseroles. Et malheureusement, c'est Far Cry qui a payé pour le reste. Ouais, sûrement. Mais voilà, donc ça fait 2 projets français en plus. Hein. Les 2 sont français qui sont plantouillés pour l'instant. Donc. Et oui, c'est Kickstarter et GameFound sont des mondes impitoyables. On va passer aux 3 premiers du classement. Alors, quels sont les heureux winners de la semaine? Et ben encore un jeu français. Je sais pas si... Non, c'est pas... L'auteur n'est pas français. Mais 3e position, c'est The Dark Quarter, qui est un énorme jeu d'enquête qui se déroule à la Nouvelle-Orléans. Et évidemment, qui dit Nouvelle-Orléans dit Vaudou. Et oui, Vaudou. Et donc, vous allez parcourir la ville mystérieuse, qui est une des villes les plus mystérieuses des États-Unis, hein, qui a tout ce passé français. Voilà. Donc, qui a une des villes aux États-Unis qui a le plus d'identité, on va dire. Totalement. Et donc, vous allez parcourir la ville et vous allez enquêter sur
sur des enquêtes, enfin sur des meurtres surnaturels. Donc vous allez vous enfoncer petit à petit dans le monde du vaudou et de la sorcellerie. Et c'est avec une application. Et c'est... alors c'est marrant parce que le style, c'est un jeu avec application. Je sais plus comment ils appellent ça d'ailleurs. Ils ont un nom pour ça. C'est digital, je sais plus quoi. Digital hybride, voilà. Et ça rappelle vachement Chronicles of Crime. Oui, Qui était totalement. sur le même principe où tu prends des cartes, mais tu as le QR code dessus, ça te renvoie à l'application, tu peux dialoguer avec l'application, tu peux gérer des trucs sur l'application, tu peux regarder des lieux, etc. Mais ça n'empêche pas qu'il y a un superbe matériel en vrai sur la table, le plateau est superbe, la direction artistique, je trouve, est à tomber par terre. C'est fou. Enfin, de toute façon, moi, l'univers, là, je me permets juste de te couper, mais Ouais, vas-y. l'univers de la Nouvelle-Orléans, Mm. c'est tellement une super idée. Ça Ouais. fait vraiment plaisir de voir aussi un jeu d'enquête un peu obscur, un peu dans les mondes ésotériques, Ouais. sans passer par du Lovecraft. Ah Merci. oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de Lovecraft. Et pourtant, j'adore Lovecraft, hein, mais vraiment, j'en peux plus de dire que Oui, c'est vrai que c'est... le jeu de plateau est réservé à l'univers de Lovecraft. Ouais. Cette espèce d'immense map de la ville avec les petites cartes qui se mettent à côté, je trouve que c'est une super idée. Bah, c'était ça déjà L'application, dans Chronicle. Alors, je voulais juste finir, je te laisse la parole après. Non, parce que l'idée, c'est que ça ressemble vachement à Chronicle of Crime, mais par contre, c'est pas l'auteur de Chronicles of Crime, c'est l'auteur de Detective, qui a une autre gamme de jeux d'enquête, qui est, je crois, uniquement avec des cartes d'ailleurs, je l'avais essayé. Mais en tout cas, le jeu a l'air hyper alléchant, hein. Et puis, ça cartonne, hein, 623 000 €, 6500 contributeurs, hein. Il reste plus de 10 jours. Et il y a une VF. Parce que c'est en partenariat avec Lucky Dog Games. mais ouais, en fait, en plus, il y a des éléments de light RPG, hein, avec des personnages, on va avoir des caractéristiques qu'on va pouvoir faire évoluer. L'application, il semblait indiquer que l'idée, ce serait que ce soit une application avec un peu d'aléatoire, qui puisse se renouveler, etc., dans les choix des dialogues. Le fait d'avoir pris telle décision à tel endroit va faire que ça pourra avoir un impact par la suite. Donc ça, c'est une idée, c'est quelque chose que je reprochais notamment aux jeux comme Les Demeures de l'Épouvante, où finalement, avec un morceau de musique qui tournait en boucle, des événements aléatoires qui pouvaient être complètement déconnectés. Il y avait la même chose avec Voyage en Terre du Milieu, le jeu qui s'est fait du Seigneur des Anneaux, où en fait l'application était complètement à la ramasse. Bah après, c'est quand C'était même vraiment... encore quelque chose de nouveau dans le jeu de plateau, et donc je pense que ça évolue et que voilà, que ça va être de mieux en mieux intégré. Après, enfin, je veux dire, le, 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 le jeu à texte narratif, ça existe sur les consoles depuis les années 80. Pour moi, ils ont pas d'excuses. Pour moi, c'est juste, c'est de la fainéantise, c'est le fait ils ont créé 2-3 lignes de dialogue et puis ils se sont contentés de ça. Alors Ou c'est de l'inexpérience face à, tu vois, à ce genre de truc, quoi. Peut-être. Après, je pense que aujourd'hui, l'avantage d'une application, c'est que ça se met à jour et que du coup, on peut renouveler par ce biais-là. Mais il y a aussi, ça crée pour moi un autre petit défaut autour du jeu, alors que je trouve encore une fois incroyable. Mais aussi, l'objectif d'une application, c'est peut-être de réduire le nombre de composants. Et je trouve qu'il y a peut-être un peu trop de composants sur le plateau et qu'à la fin, on se retrouve avec plein de mini-tokens pour ci, pour ça, etc. Et je trouve qu'à la fin, gérer et l'application plus une multitude de tokens sur le terrain. T'as peur que ça soit lourd? Un peu trop lourd, ouais. On verra, parce que pareil, nous n'avons pas eu le proto. C'est le mec qui va dire à chaque fois. Non, mais bon, en tout cas, le jeu a l'air magnifique. Il est marqué 16+, hein. Je pense que c'est pas que pour la difficulté du gameplay, c'est parce qu'il y a aussi des trucs un peu, je pense, un peu dark dedans. En tout cas, bon, éditorialement, c'est très réussi, très cohérent, ça donne envie. Et ça cartonne. Deuxième... Ah, bah là, c'est toi qui vas parler. Là. Deuxième place, c'est une entrée, et c'est encore un GameFound. Donc vous avez dit GameFound, ils sont... Ouais, il y a pas mal de petites GameFound dans le top 10 cette semaine. C'est la suite de Sleeping Gods, Distant Skies. Alors, oui. Tu l'as reçu, toi, ou pas, ton Non, Sleeping Gods? je ne l'ai pas reçu, sachant qu'actuellement, il y a des difficultés. Juste avant, on parlait de Lucky Duck Game. Il y a un gros problème de traduction. Dans le travail de traduction en tout cas qu'ils font sur Sleeping Gods, ce qui est un peu très critiqué par la communauté. Ils ont montré des premiers prototypes de traduction de cartes, etc. Déjà, les traductions qu'ils avaient fait sur Near Far et sur Above and Below avaient été un peu reprochées, et là, pour Sleeping Gods, ça ne passe pas du tout. Vraiment pas du tout. Il y a des grosses zones de tension autour de cette traduction. Alors pourquoi c'est important? Parce que le jeu, il est fait par un auteur,
un auteur et sa femme, donc Ryan Laukat, qui est à la fois designer, game designer, dessinateur, il compose les bandes son, une espèce d'homme orchestre du jeu de plateau, qui a un univers qui est bien à lui, avec ce style un peu naïf qui ressort. Et on va pas se mentir, Sleeping Gods comme Nirantar, ils ne brillent pas par leur gameplay. C'est des jeux qui peuvent être assez lourds. Sleeping Gods, il y a beaucoup de retours comme quoi le jeu est un peu fastidieux, qu'il y a des choses qui marchent pas en termes de gameplay, etc. Mais c'est un auteur. Et c'est quelqu'un qui écrit extrêmement bien. L'ambiance littéraire, elle est parfaite. Elle est là tout du long. Et donc forcément, c'est des jeux qui nécessitent une traduction au poil du cul, pour mon expression. Et donc du coup, voilà, ce qui explique un peu les exigences qu'ont les joueurs par rapport à ça. Alors là, on a un peu deux boîtes en une. Une suite à bord d'un avion, sachant que le premier se passait sur un bateau perdu au milieu d'un archipel étrange. Voilà, donc il y a cette première extension en avion, donc une suite directe, et puis une autre boîte de jeu où cette fois-ci on va jouer un bateau mais plus modeste et qui va devoir remonter un fleuve qu'il va falloir effectivement. C'est au cœur des ténèbres. C'est exactement ça. Exactement. Donc voilà, après, si vous êtes fan de Ryan Laukat, sachant qu'en plus, ils vont proposer en bonus de l'audio-narration. Donc un peu, vous voyez les pubs audibles avec Nicolas Sarkozy qui veut vous lire le temps des tempêtes. Là, tu vends du rêve, tu vends du rêve. La même chose, mais avec l'auteur qui va vous lire les différents textes. Bonjour, c'est Nicolas Sarkozy. Je vais vous raconter Sleeping Gods aujourd'hui. Top. Bon, et puis bon, pour ceux qui parlent anglais, c'est aussi l'occasion de récupérer la boîte de base du jeu. Voilà. Ah bah oui, en plus, oui, tu peux faire un bundle. Et en plus, t'as un avion qui est peint dans la version Kickstarter. Je dis ça, je dis rien. Tu peux avoir ton avion peint. Voilà, non, en tout cas, c'est très beau. Alors là, on parlait de beaucoup de composants dans le jeu d'enquête, mais alors là, il y en a beaucoup aussi. Oui. Ça lésine pas. Il y a de la carte. Eh ben écoute, il en est à 900 000 €, 6500 backers. Et pourtant, il est sorti qu'hier, il me semble. Ah ouais, c'est hallucinant. Donc, ça cartonne, quoi. Et première place pour la deuxième semaine consécutive. Non, il a gagné 2 places. Il a gagné 2 places. Il était pas premier, c'est pas vrai. Il était 3e la semaine dernière. Mais Master Dater, donc le jeu où tu te fends la poire en mettant le bas d'un chien avec le haut d'un clown. Bon, ceci dit, j'ai quand même fait l'effort de voir un gameplay. Et c'est vrai que le jeu a l'air de fonctionner assez bien. Enfin, ça a l'air de fonctionner. En termes de jeu d'ambiance, ça a l'air d'être plutôt bien pensé. Et il en est à 7100 backers. Plus de 400 000 €, 411 000 €. Et il reste 14 jours. Ben voilà, gros carton, hein. Gros carton. C'est étonnant, hein. On va en entendre parler. Encore 2 semaines. Encore 2 semaines. Tiens bon. Et bien voilà, nous avons fait le tour des titres dont nous voulions parler et du top 10. N'hésitez pas à nous dire quelle campagne vous excite comme des petits coquins cette semaine. Qu'est-ce que vous avez backé ? Peut-être que vous avez backé des choses. Et puis merci de mettre un pouce bleu si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner au Troll Savant. Et puis d'activer la petite cloche, c'est ça qu'il faut dire. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Hein. tu auras peut-être fini de déménager, c'est bon? J'en doute. Non, je vais commencer. Ok, bon, Swan va être bien fatigué la semaine prochaine. Eh bien écoutez messieurs dames, sur ce, ciao. Ciao.